Montréal, 10 février 96. Thierry va bien et ses engelures ne lui causeront pas de séquelles permanentes. Moi aussi je vais bien, mais j'ai beau dormir et dormir encore, je suis fatigué. L'Antarctique n'est pas prête à recevoir l'humain. Je suis encore là-bas. La sensation du vent, du froid et de la neige ne m'ont pas encore quitté. Je savoure chaque minute de ma vie, sachant plus que jamais qu'en touchant à la vie aussi intensément comme on l'a fait, Thierry et moi, on voit mieux la mort. Vous êtes rentré d'expédition du pôle Sud le 30 janvier dernier. Vous êtes revenu depuis presque 9 mois. Vous avez décanté, vous avez dormi, vous avez repris des forces, repris du poids, vous avez donné des conférences, vous avez préparé un film, vous en parlez encore beaucoup, mais à un moment donné, j'imagine qu'on doit tourner la page. On ne peut pas vivre aussi accroché, même si c'était quelque chose à la fois qui est rare, qui est quelque chose d'unique, qui est quelque chose de très fort. Est-ce que l'après, ça vous fait peur? Non, pas du tout. Parce que la page que je vais tourner, c'est la page d'un livre qui s'intitulerait Mon amour ou ma passion de la glace, de l'hiver, du blanc, de l'espace infini. Donc c'est une autre belle page, j'ai pas peur de la tourner. Parce qu'avant cette page-là, il y a eu d'autres choses. Il y a eu le Groenland, il y a eu le pôle Nord magnétique. Il y a l'île Ellesmere, la terre de Baffin, la banquise un peu, le voyage en Sibérie, atteindre le pôle Nord. Il y a eu d'autres choses, d'autres pages. Le pôle Sud, c'est plus fort quand même, c'est plus oui, rare. Oui, c'est plus après, rare, est-ce que ce qui vient après, est-ce que c'est automatiquement moindre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me dis, la page suivante, on y parlera encore de glace. Ce sera encore un monde froid, un monde hostile. Et chacune de mes expéditions m'aide à mieux comprendre la prochaine. Donc je me dis, peut-être que la page sera tournée, mais vers une autre page, toute blanche en plus, et qui restera remplie de d'autres belles aventures, je pense. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes allé au pôle Sud trop tôt? Parce que c'est ça, comme moi je reviens toujours parce que c'est tellement fort. Non, Pôle Sud, on se dit, bon, si on se garde ça pour un peu plus tard, qu'on fait une gradation plus lente dans le type d'expédition qu'on fait, peut-être que là, on peut passer carrément à autre chose. Non, d'une part, je pense pas que cette expédition-là, je la réussirais dans 10 ou dans 15 ans. Je pense que mes cheveux blancs parlent par eux-mêmes. Je crois qu'il était temps que je fasse cette grande expédition-là. J'ai 20 ans derrière moi d'expéditions diverses, et pas toujours dans le froid d'ailleurs, parce que j'ai voulu connaître un jour qu'est-ce que ça faisait vivre 100 degrés d'écart en 6 mois. Donc j'avais été marcher dans le désert du Sahara au retour d'une expédition dans l'Arctique pour connaître ma réponse, pour savoir si vraiment j'aime mieux le froid ou le chaud, et je préfère le froid. Pourquoi? Parce que le froid, c'est un milieu plus hostile, parce que le froid me parle plus. C'est vrai qu'il y a des similitudes, par contre. La façon que le vent signe son nom dans le désert, c'est exactement de la même façon qu'il signe son nom dans la neige des grands espaces polaires. Il y a des similitudes, mais le froid est plus fort, le froid est plus hostile. Le froid, le monde polaire rend à l'homme la plus grande modestie. Vous êtes un excellent raconteur, vous avez beaucoup de facilité à communiquer, mais qu'est-ce qui est le plus difficile à traduire en mots dans ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui est presque indicible, qu'on n'arrive pas à nommer? Je vais essayer de vous décrire une situation que j'ai essayé très souvent auprès de mes amis, auprès de ma famille, à essayer de faire comprendre qu'est-ce que c'est que la distance, qu'est-ce que c'est que la longueur du temps. J'essaie d'expliquer ça en vous disant que sur le plateau antarctique, les distances sont immenses. Et que le matin, en ouvrant la porte de la tente, on observe un horizon très lointain. Et on se dit, ce soir, si j'arrive à monter ma tente à cet horizon-là, le plus loin que je puisse voir, j'aurai réussi ma journée. On aura gagné. Et à la fin de la journée, si vous avez réussi, votre récompense sera que demain matin, en ouvrant la tente,
vous aurez encore un autre horizon, encore peut-être un peu plus loin. Ça, c'est difficile à expliquer. Cette idée du temps, de la longueur, de vouloir avancer, d'avancer, de ne jamais y arriver. C'est très dur. Après environ un mois d'expédition, nous avions atteint, on avait passé la partie des montagnes, puis j'avais demandé à Thierry, mais Thierry, comment ça se fait qu'on avance depuis des semaines? Comment ça se fait qu'on est encore aussi loin? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de traces, que c'est à nous à faire les pas là-dedans? Le pôle est tellement loin, est-ce qu'on va y arriver? Et Thierry m'avait répondu, le pôle sud, il ne bouge pas, Bernard. Il nous attend. « 3 janvier, 56e jour. Quoi qu'il arrive, nous devons parcourir une distance d'1 degré à tous les 4 jours, 111 km environ. Thierry tousse beaucoup et craint que de l'eau soit infiltrée autour de son enveloppe cardiaque. Ses doigts ont subi quelques engelures, son visage aussi. Il souffre. Nous nous reposons à toutes les heures, mais il prend parfois une quinzaine de minutes de retard. Devant l'attendre souvent, j'ai très froid, mais l'important est de progresser. De toute évidence, nos réserves sont épuisées. Nous avons perdu au moins 10 kilos chacun. Vous êtes parti avec Thierry Pétry, que vous connaissiez depuis une vingtaine d'années. C'était un ami. Ah oui. Qu'est-ce que ça a changé dans votre amitié? De quelle façon ça l'a transformé, ce que vous avez vécu? Ça a transformé beaucoup. J'ai connu Thierry dans d'autres expéditions. J'ai connu Thierry au Groenland, je l'ai connu en terre de Baffin, aussi dans une rivière du Grand Nord québécois. On a partagé des belles aventures ensemble. Mais là, il y a eu justement un pas qui a été fait qui n'avait pas été fait auparavant. Probablement parce que Thierry a eu une fin d'expédition, pas tragique quand même, mais... Très difficile. Très, très difficile. Et on le sait, les gens sont plus unis dans la difficulté, dans le malheur. C'est dommage d'ailleurs, mais c'est comme ça, c'est l'aspect humain. On se rapproche et il avait besoin de moi, j'avais besoin de lui. Même épuisé, j'avais besoin de lui. Je voulais arriver avec lui. Je lui disais, Thierry, on a démarré ensemble, on arrivera. Nous arriverons ensemble. Nous toucherons le pôle au même moment, ensemble. Thierry et moi, notre relation a changé beaucoup. Elle est devenue beaucoup plus intérieure. C'est curieux, j'ai moins besoin de parler à Thierry que j'avais besoin avant. Mais est-ce que vous êtes senti, je ne sais pas comment dire ça, responsable quelque part? Parce qu'à partir du moment, bon, je sais que Thierry Pétry, c'est un adulte responsable de ses actes et de ses choix, bon, tout ça, mais c'est quand même vous qui l'avez invité dans cette expédition-là. Et quand ses forces ont commencé à lâcher au 55e jour, il a senti vraiment, c'était que chaque jour, il perdait des forces. Ensuite, il y a les engelures qui ont commencé. Il y avait 1 centimètre de doigts qui gelaient par jour. Il y avait des engelures au visage. Lui, il n'était pas certain, je pense, d'arriver au bout. Quelque part, est-ce qu'on se sent responsable d'avoir entraîné quelqu'un dans notre rêve, dans notre projet? Oui, je me sentais responsable parce que c'est moi qui l'ai invité, comme vous avez dit. Mais je sais que Thierry, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup, pas souffrir, pas avoir des gelures au visage, c'est pas ce qu'il aime, mais relever de grands défis. Et je sais que Thierry est mordant. C'est quelqu'un c'est un accrocheur. Thierry disait, j'ai la tête dure comme le bois des Vosges, comme son pays d'origine. Il a quand même dit à la fin, j'ai failli en crever. Oui. Donc, je me sentais en partie responsable. Mais je pense que c'est pas comme ça que c'est pas comme ça que j'évaluais la chose. Je me disais, ça me motivait. C'est très, très curieux à dire, ça. Mais j'étais motivé de le voir affaibli. Parce que je me disais, Bernard, c'est pas personne d'autre que toi qui peut l'aider, hein? Il va falloir que ça marche. Et d'un autre côté, je me disais, il faut que tu fasses attention à toi, Bernard. Parce que si moi, je m'affaiblis trop en prenant, par exemple,
du poids de son traîneau, eh bien, nous serons deux dans le problème. Donc, tu dois rester fort, et il faut rester fort si tu veux aider Thierry. C'est pas évident, ça. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Je voulais arriver avec lui. C'était ça qu'il fallait. Et dans les derniers jours, je prenais un petit peu d'avance dans les dernières étapes. Et quelques soirs, je montais la tente. J'avais eu le temps de monter la tente avant qu'il arrive. J'avais 20 minutes d'avance, une demi-heure. Et lorsqu'il arrivait, il ne me parlait pas. Il avait un visage complètement gelé, givré. Il posait sa main sur mon épaule. Il était incapable de serrer la main. Mais juste le poids de sa main sur mon épaule, c'était chose accomplie. La journée était chose faite. Je ne sais pas si c'est merci qu'il me disait comme ça, mais c'était ensemble on y est encore. Et ça, c'est des moments qui sont pour moi très, très, très forts. Et tout ça a changé. Et même Thierry a changé énormément. Vous savez, Thierry, c'est quelqu'un qui parle très peu, très peu. Mais depuis son retour de l'expédition en Antarctique, il y a de ses copains qui m'ont demandé, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il discute, il veut voir tout le monde, il rentre. Je sais pas, il voulait toujours, lui, Noël, il fête tout seul. Cette année, Noël, il va avoir plein de gens dans sa maison. Il a changé. Il a changé probablement parce qu'il a touché très, très loin certaines choses qu'il ne soupçonnait jamais approcher. Peut-être la mort, même. J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière, au début de l'expédition. Moi, il y a une chose qui m'intrigue. Quand l'avion vous laisse, là, tous les deux, vous entendez l'avion décoller, le bruit du moteur qui s'estompe, là, on n'entend plus rien. Ouais. Et là, vous êtes avec vos deux traîneaux, vos 170 kilos de bagages, les 65 jours en vue. On se sent comment là, dans les premiers instants où il y a le silence, puis il y a le froid, puis la glace et tout, là? Il m'est arrivé une chose curieuse. Lors d'expéditions précédentes, j'ai déjà eu cette sensation-là de l'avion qui démarrait, qui partait. Et ce bruit qui fait... L'avion passe derrière la montagne et c'est fini, ou au-delà de l'horizon. Et puis ça me faisait peur. Peur. Peur? Ah oui, c'est un moment où... Là, on est livré à nous-mêmes. Et puis au Groenland, juste avant l'expédition en Antarctique, en mai, on a traversé le Groenland. Et là, l'hélicoptère, dans ce cas-là, nous avait laissé au pied d'un glacier. Et la même chose. Il est parti, puis ça m'a serré très, très fort. Et je me suis dit, bon, je serai habitué. En Antarctique, ça ne m'arrivera pas. C'est tellement mon rêve, je suis tellement content, ça ne m'arrivera pas. Puis en fait, j'ai peut-être eu plus peur en Antarctique qu'ailleurs. Et depuis ce temps-là, je me dis, il y a des choses, ça ne sert à rien. Il y a des choses qu'on n'apprendra jamais. Mais peur comment? Peur que là, la distance est tellement loin. Il y a une chose qu'il faut préciser, c'est que lorsqu'on arrive en Antarctique, la première chose, lorsqu'on débarque de l'avion, on se prépare, l'avion quitte. Il ne reste qu'une chose à faire, c'est rentrer à la maison. Il n'y a pas de vie possible là-bas. Ce n'est pas fait pour la vie. Il n'y a aucun oiseau qui vole au-dessus de l'Antarctique. C'est paradoxal de dire ça. C'est un endroit où on rêve d'aller, et lorsqu'on y est, la première chose qu'on fait, c'est vouloir en sortir. Contrairement aux jeunes qui veulent voyager, qui rêvent de voir Sydney, et puis un jour, il y a assez de sous pour se ramasser en Australie, à Sydney, et il s'assoit sur un banc de parc et il apprécie, il dit « j'y suis », il savoure, puis il touche partout, puis il dit « j'y suis, enfin, et je veux y rester un moment ». Non, c'est pas ça pour nous. Quand on descend de l'avion part, il faut partir de là le plus vite possible. J'aimerais qu'on parle un petit peu aussi de ce à quoi on pense. Parce que vous avez dit, moi, il y a une chose qui m'a étonné beaucoup, qu'un jeune homme de 20 ans ne serait pas revenu de là vivant parce qu'il n'y aurait pas eu assez de souvenirs pour meubler sa pensée. Oui. Vous pensez vraiment ça? Ah oui, je suis persuadé. J'en suis persuadé.
Je connais beaucoup de gens de 20 ans qui sont très costauds. Ils ne réussiront pas. Non. Parce que, rendu à 3 heures de l'après-midi, la journée n'est pas finie. Il faut continuer à penser à d'autres choses. Il faut beaucoup de souvenirs, il faut du vécu. Il faut un peu de sagesse et quelques cheveux blancs. Il faut de l'histoire. Thierry disait, j'utilise comme une bibliothèque, des cassettes vidéo. Et je me passe des films d'1 heure, 1 heure et demie, de vidéos dans ma tête. C'est ce que Thierry disait. Il exprimait ça de cette façon-là. Sur mon enfance, mes copains d'école, sur mes professeurs. Il revoyait tout. Sur ses projets. Il faisait ça comme ça. Mais il en faut, vous savez. Parce que, qu'est-ce qu'on fait si on repasse le même film, la même cassette pendant 10, 15, 20, 30, 40, 50 jours de suite? Mais ça ne marche plus. On n'arrive plus à être convaincu de ça. Et vous, à quoi est-ce que vous pensiez surtout? Est-ce qu'on chasse les pensées désagréables? Est-ce qu'on fait le point sur sa vie? Ah oui, oui, on fait le point sur sa vie. Ah oui, alors je vous interromps dans votre question, bien sûr. C'est surtout ça? Ah, c'est sûr. Ah oui, on revoit plein de choses. J'exprime ça de la façon suivante. C'est comme si j'avais fait un inventaire de ce que j'ai au plus profond de moi-même. Et en faisant mon inventaire, j'ai replacé des choses. Il y a des choses que j'ai prises comme si c'était des tiroirs. On faisait un ménage dans une commode. Des choses que j'ai prises du premier tiroir, je les ai mis dans le troisième. Des choses auxquelles j'accordais peut-être trop d'importance. Et vice-versa, du second dans le premier. J'ai replacé un peu ce que c'est. Est-ce qu'on est envahi en même temps? Parce que votre copain Thierry Pétry, lui, disait il y a des blessures que ça ravive. On les sent vraiment jusqu'à la moelle, les blessures. Ouais. On ne peut pas fuir, on ne peut pas regarder ailleurs, on ne peut pas s'enfuir. Ouais. On est seul avec soi-même. Vous, est-ce que ça a ravivé des blessures, des choses dont vous n'aviez pas nécessairement envie de penser à ça, mais c'était plus fort que votre volonté? Certaines choses qu'on a regrettées un petit peu dans sa vie, certaines décisions qu'on a prises, qu'on accepte mal et qui ne passent pas, qui restent accrochées un petit peu, mais ça ressort aussi. Donc j'ai fait, pour moi, j'ai fait une espèce de ménage comme ça. Puis après, je me suis bâti des éléments de motivation, si on peut dire. Des choses auxquelles j'irais m'accrocher de temps en temps. Comme quoi, par exemple? Comme, par exemple, mon père. En 92, au retour d'une expédition, où on venait de réaliser une première mondiale, nous avions traversé l'île Ellesmere, l'île la plus nordique du monde, proximité du pôle Nord, en territoire canadien. J'étais en compagnie de 2 Français, 2 spécialistes de la montagne et des expéditions polaires. Puis on avait fait une fête à notre arrivée et on avait invité des gens, des amis, et j'avais invité mes parents. Et de temps en temps, j'allais voir mon père pour lui raconter une anecdote de l'expédition. Il me disait, non, va voir tes copains, ils viennent de loin, tu n'as pas toujours l'occasion de les rencontrer. On a le temps, nous. Et on n'a pas eu le temps. Mon père est décédé quelques jours plus tard, subitement. Et ça, je peux vous dire, c'en est un regret. C'en est une chose que j'avais eu beaucoup de difficultés à accepter. Et depuis ce temps, dans toutes mes expéditions, je lui parle. Et je lui raconte tout au jour le jour. Puis à haute voix, en plus. Puis en fait, ça ne me dérange pas beaucoup si Thierry entend, puisqu'il connaissait mon père. Et puis je lui parle. Et je lui raconte tout. Et quelquefois... le soir dans la tente? Ah non, à ski. Mais il fait froid. Oui, mais ça fait... Je lui parle. Et même quelquefois, je lui disais, viens papa, viens m'aider, viens tirer un peu. T'as juste ça à faire. Je lui parlais. Et c'est une chose. Et j'ai bâti d'autres choses dans ma tête que j'allais puiser, On a le temps, vous savez, de penser à ces choses-là. C'est que l'horizon défile à la même vitesse que les pensées que vous pouvez avoir, c'est-à-dire très, très, très lentement. Il n'y a rien de précipité là-bas. Même vos pas ne seront jamais rapides. Est-ce que c'est angoissant, ça? Ah non, ça j'aime bien. J'aime bien me sentir dans un environnement tellement fort, tellement grand. Ah non, ça, c'est pas ça. Non, ça m'angoisse pas, ça.
Qu'est-ce qui vous angoisse dans des expéditions comme celle-là? Au début, dans plusieurs de mes expéditions, au début, c'est le silence. Est-ce que le silence est différent du silence qu'on peut connaître Ah oui. ici? Bien sûr. Au début, c'est le silence. Mais ça se transforme. Vous savez, aujourd'hui, de nos jours, les gens, on veut du silence. On le loue. On part en vacances, on se loue un chalet dans les Laurentides ou ailleurs, un endroit tranquille parce qu'on va avoir la paix. On appelle ça comme ça. Avoir la paix, ça veut dire pas beaucoup de bruit, pas le téléphone, pas de contact. On veut un peu de silence. Mais les gens souhaitent qu'il y ait moins de bruit, mais ont peur du silence en même Oui, ils temps. ont peur du silence, bien sûr. Parce qu'ils veulent moins de bruit, mais pas le silence total. Non, pas le silence total. Donc, je pense que dans une galerie marchande, par exemple, dans un centre d'achat, là, il y a une petite musique, mais si la musique s'arrêtait, si ça arrivait dans le grand silence, les gens auraient peur. Mais on aime ça, moins de bruit, mais pas le silence total. Donc, au début d'une expédition, la seule musique d'ailleurs qu'on connaît là-bas, le seul bruit que l'on connaît en expédition, c'est soit le bruit de nos pas sur une neige très froide ou le vent. Mais quelquefois, on oublie le bruit de nos pas et le vent se calme et là, on entre dans le silence. On ne l'emprunte pas et vous invite chez lui. Partout, c'est silence. Et quand on arrive près d'un massif montagneux, rien ne bouge, tout est immobile. Et ce silence-là, pour moi, là, c'est devenu très fort. C'est devenu ma plus belle, ma plus grande école. Est-ce que vous recherchez beaucoup le silence ici, maintenant, depuis que vous êtes revenu? J'aime bien. Mais ça n'a pas la même qualité de Non. silence que ce que vous pouvez avoir là-bas. Non. Je ne compare rarement l'Antarctique avec ma vie d'ici. Est-ce qu'on pense souvent à la mort? Oui. Dans des expéditions comme ça, oui. En longeant des crevasses, en montant des glaciers, en étant tellement épuisé, fatigué, on pense à la mort. Mais je pense que l'occasion où j'y pense le plus fort, c'est quelquefois, en entrant dans mon sac de couchage le soir, j'ai peur un peu de m'endormir. J'ai peur de ne pas me réveiller le lendemain. Je me dis peut-être que le froid me saisira. Peut-être que le froid me prendra. J'hésite à m'endormir. Et puis, la fatigue aidant, on y arrive quand même. 12 janvier, 65e jour. Le pôle Sud est là, devant nous, à une centaine de mètres. Nos pas sont lents et nous sommes à bout de souffle. Nous skions côte à côte, émus. Nous touchons enfin la courte tige surplombée d'une rondelle en bronze qui identifie le pôle Sud. Notre rêve s'est réalisé. Je suis heureux, soulagé, fatigué, Thierry aussi. J'imagine que pendant l'expédition, vous aviez imaginé, il faut voir une centaine de fois, comment ça allait se passer le moment où vous alliez toucher le pôle. Entre ce que vous aviez imaginé puis la façon dont ça s'est passé, est-ce que c'était très différent? Oui, pas mal. Oui. Oui, beaucoup même. Qu'est-ce que vous aviez pensé? J'avais pensé d'un moment plus léger, plus Euphorique? euphorique. Et là, c'était plus intense. Je me suis aperçu que toucher un endroit dont le rêve nous a poussés depuis plus de 3 ans maintenant, je me suis aperçu que c'est pas une blague. Et c'est pas quelque chose avec lequel on s'amuse. Et curieusement d'ailleurs, on est resté 6 jours au pôle Sud en attendant l'avion qui venait nous chercher. Et pendant ces 6 jours-là, nous étions campés à peu près 400-500 mètres de cette tige métallique-là. On y retournait quelquefois ensemble, quelquefois séparés. C'était devenu une espèce de pèlerinage. Ça a toujours été... il y a toujours eu des gestes assez profonds. Et je ne m'imaginais pas ça. Je pensais que ce serait vraiment la fête, la blague, de pouvoir se décontracter, Pas du tout. C'était comme si on entrait à chaque fois dans une grande cathédrale pour une grande cérémonie. Est-ce que votre notion du bonheur, est-ce que ça a changé?
Ça Ou s'est est-ce que si modifié. vous recherchez le bonheur, je ne sais pas. Ça s'est modifié quand même un peu. Oh oui. Ça se... Heureusement d'ailleurs que c'est mobile, que le bonheur. Oui, ça c'est... Il a changé parce que je pense que quelquefois je dis à des jeunes, ne laissez jamais personne arracher vos rêves. Le bonheur, c'est de s'accrocher, c'est de tenir ce que l'on veut. Et c'est d'y mettre un peu l'effort, bien sûr, rien n'est gratuit. Mais, et ça, je continue à croire que le bonheur, c'est pas à pas. Le bonheur, c'est pas quelque chose qui nous arrive comme ça, le boom d'une journée. C'est quelque chose qu'on construit, qu'on bâtit, qu'on tire, qu'on transpire. C'est ça le bonheur.